Bonjour. Ce cours d'introduction à l'océan et à la dynamique océanique va vous permettre de vous familiariser avec les grands concepts de l'océanographie. Il est structuré en trois parties. Tout d'abord, les caractéristiques générales, géographiques et physico-chimiques, qui va vous être présentées dans ce diaporama. Puis, nous verrons en cours, en présentiel, les deux autres parties, la circulation profonde et de surface, en deuxième partie, et nous terminerons en troisième partie avec des exemples de couplage avec la biologie et l'atmosphère. Cette première partie est structurée en trois sous-parties. Tout d'abord les caractéristiques géographiques, puis les caractéristiques physiques et chimiques, température, salinité, densité, et enfin la stratification qui est une conséquence de ces propriétés. Les surfaces continentales et océaniques se répartissent inégalement sur la planète Terre, et l'océan domine largement puisqu'il représente 71% de la surface de notre planète. On peut observer deux dissymétries sur ce graphe, montrant la répartition des surfaces océaniques par rapport aux surfaces continentales. Sur cette figure, on observe la répartition des surfaces continentales à gauche en millions de kilomètres carrés, par rapport aux surfaces océaniques sur la droite et toujours en millions de kilomètres carrés. Sur l'axe des ordonnées, nous avons les latitudes avec l'équateur au milieu à 0, l'hémisphère nord au-dessus, l'hémisphère sud en bas. La première dissymétrie s'observe en comparant l'hémisphère nord, qui a une surface continentale plus élevée, avec l'hémisphère sud, qui est encore plus largement dominé par l'océan. La deuxième dissymétrie s'observe en comparant les pôles. Au nord, en Arctique, on a un océan qui est entouré par des continents, l'Eurasie et l'Amérique du Nord, alors qu'au pôle sud, c'est l'inverse. On a un continent, l'Antarctique, qui est entouré d'une bande océanique appelée l'océan austral, ou parfois océan Antarctique. Sur cette illustration, on retrouve bien ces deux dissymétries. Nous voyons que l'hémisphère nord est plus continental que l'hémisphère sud. On voit aussi très bien que le pôle nord se situe dans l'océan Arctique, alors que le pôle sud se situe sur le continent Antarctique. Outre la dominance de l'océan sur la surface du globe, l'océan est profond, froid et salé. En effet, sa profondeur moyenne est de 3700 mètres, avec une température moyenne qui se situe autour de 3 degrés Celsius et une salinité moyenne autour de 34,5 g par kg. Nous allons maintenant voir à quoi sont dues ces températures et salinités. Sur les caractéristiques donc, physiques de l'océan, vous avez ici une carte des températures de surface de l'océan à l'échelle globale et en moyenne annuelle. On observe des températures de surface qui sont les plus chaudes à l'équateur, en rose, pouvant être supérieures à 28 degrés, notamment dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. Puis les températures baissent progressivement jusqu'aux eaux les plus froides, qui sont aux hautes latitudes, avec des températures qui peuvent être inférieures à 0 degré et descendre jusqu'à moins 1,9 degrés Celsius. Cette baisse de température vers les hautes latitudes est assez régulière et correspond assez bien aux variations de l'insolation sur la surface de la planète. Mais si on regarde plus en détail, ce ne sont pas toujours des variations exactement parallèles à cette insolation. Notamment en Atlantique Nord, sur une même latitude, donc pour une même insolation, près des côtes européennes, on a des températures bien supérieures à celles sur les côtes canadiennes. Ce sont les courants marins de surface qui expliquent en partie ces changements. Ceux-ci vont pouvoir amener des eaux chaudes vers des latitudes plus élevées ou parfois des eaux froides vers des latitudes plus basses. Comme par exemple aussi sur les côtes sud-américaines en Atlantique Sud. Ces variations peuvent aussi être dues à des échanges avec les zones plus profondes, ce que nous verrons plus tard. Autre caractéristique de l'océan, la salinité. Pour 1 kg d'eau de mer, il y a environ 965 g d'eau pure
et 34,7 g d'autres éléments qui sont sous forme dissoute dans l'eau. La salinité, c'est en effet la teneur totale en sel dissous d'une eau. Les sels dans l'océan sont donc sous forme dissoute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de NaCl sous forme de cristaux, mais des ions, notamment Na+, et Cl-, les chlorures, qui sont les plus abondants, soit environ 20 g d'ion chlorure et 10 g d'ion sodium pour 1 kg d'eau de mer. Puis ensuite, vous avez les ions sulfate, magnésium, calcium, potassium et quelques autres éléments qui constituent une faible fraction de la salinité. On a donc en moyenne dans l'océan 34,5 g de sel dissous par kilo d'eau. Cela représente une quantité gigantesque de matière, à peu près 48 10 puissance 15 tonnes pour la totalité de l'océan mondial, ce qui représenterait une croûte de 153 mètres d'épaisseur si l'on répandait ce sel de l'océan sur toute la surface de la planète. Il n'y a donc pas d'interaction entre des ions chlorure et Na+, dans l'océan, c'est simplement lorsqu'on va évaporer de l'eau et qu'on va précipiter du chlorure de sodium que pourront se former des liaisons entre Na+, et Cl-, et former un cristal. Ici, on voit les variations des salinités de surface. À première vue, on observe des eaux plus salées autour des basses latitudes et des eaux moins salées vers les hautes latitudes. Mais ce n'est pas une relation aussi simple que pour la température. Où observe-t-on les eaux les plus salées de la planète? Eh bien, on voit qu'elles ne sont pas exactement à l'équateur, mais plutôt de part et d'autre. En fait, plus exactement, aux environs de 30 degrés nord et 30 degrés sud, c'est-à-dire dans les zones tropicales. C'est quelque chose qui se voit très bien dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien Sud. On a deux autres zones de forte salinité, c'est la mer Méditerranée et aussi en mer d'Arabie, appelée également mer d'Oman, à l'ouest de la péninsule indienne. On peut essayer de comprendre les deux grands processus qui sont à l'origine des variations de salinité à la surface des océans. Le premier, c'est l'évaporation. C'est uniquement l'eau douce qui s'évapore, ce qui concentre les sels dissous dans l'océan et augmente sa salinité. Le second processus, ce sont les apports d'eau douce qui, eux, à l'inverse, vont faire diminuer cette salinité. Ces apports d'eau douce peuvent être de deux sortes. La première, c'est les précipitations sous forme de pluie, et la deuxième, ce sont les apports par les fleuves. On peut voir ces apports par les fleuves, par exemple, de manière assez claire dans trois zones. Le plus grand fleuve du monde, c'est l'Amazone, qui se jette dans l'Atlantique ouest, et vous voyez bien ici une langue de salinité inférieure à l'eau environnante qui se propage ensuite vers le nord par les courants de surface. Le deuxième plus grand fleuve du monde, c'est le Congo. Vous avez ici un panache de salinité plus faible sur les côtes africaines dans l'Atlantique Est. Et vous pouvez voir des zones de faible salinité autour des embouchures des grands fleuves asiatiques, dans le golfe du Bengale, qui sont aussi des zones de forte précipitation, et près des côtes chinoises. Le deuxième facteur, c'est donc les précipitations. À l'équateur, on sait que c'est là qu'on reçoit le plus de chaleur, donc on peut penser que c'est là où il y aura le plus d'évaporation. Pourtant, on a des salinités plus faibles que autour de 30 degrés. Pourquoi? Parce qu'à l'équateur se trouve aussi la zone de convergence intertropicale, où convergent les alizés, où se produisent de très fortes pluies. Ainsi, l'évaporation y est inférieure aux précipitations, ce qui a tendance à diminuer la salinité. Et cela contraste avec les zones de plus forte salinité sur les tropiques par rapport à l'équateur. Ces fortes salinités se trouvent en effet dans des zones qui sont relativement chaudes, mais sur lesquelles il y a très peu de précipitations. Ici, par exemple, autour de l'anticyclone des Açores, qui est une zone de haute pression, va se répercuter par des salinités très élevées. Et vous retrouvez les 5 grands anticyclones atmosphériques qui sont associés à de fortes salinités dans l'océan, 2 dans l'Atlantique, 2 dans le Pacifique et 1 dans l'océan Indien Sud. Je termine ici pour vous montrer le contraste de salinité entre les pôles, où on observe dans l'océan austral des salinités assez moyennes, autour de 34, tandis que l'Arctique est caractérisé par des eaux qui sont très peu salées, autour de 32.
Cette différence est également liée aux apports de fleuves, notamment ceux de l'Eurasie, Sibérie, qui apportent des eaux douces à l'océan Arctique lors de la fonte des neiges continentales au printemps et en été. Ainsi, la salinité en surface de l'océan est le résultat du bilan S égale évaporation moins apport d'eau douce constitué par les précipitations et les apports par les fleuves. Lorsque ce bilan est positif, on a plus d'évaporation que d'apport d'eau douce, ce qui amène à des salinités plus élevées. Lorsque ce bilan est négatif, on a plus d'eau douce qui est apportée que d'eau douce qui est évaporée, et on obtient des salinités plus faibles. Mais indépendamment des variations de la salinité, pourquoi la mer est salée? D'où viennent ces sels dissous? Bien souvent, on ne sait pas répondre à cette question, et si on essaye d'y réfléchir, c'est en fait une question difficile. Un des processus qui est cité le plus souvent pour expliquer l'origine de la salinité, ce sont les apports d'éléments dissous par les cours d'eau qui se jettent dans l'océan. Mais ce processus ne suffit pas à expliquer la salinité actuelle dans l'océan. D'une part, parce que parmi les principaux éléments montrés ici apportés par les fleuves, vous ne retrouvez pas nécessairement les éléments les plus abondants dans l'océan. Par exemple, le cation principal apporté par les fleuves, c'est le calcium, ce n'est pas le sodium. Et vous avez relativement peu de chlore apporté par les fleuves, alors que vous avez beaucoup plus de sulfate. Cela vous indique qu'il y a d'autres sources d'éléments chimiques à l'océan qui peuvent permettre d'expliquer cette salinité. On va voir ces différentes sources. Les activités volcaniques rejettent des gaz chlorés et des gaz soufrés. Ainsi, les ions chlorures ont été principalement apportés à l'océan par des dégazages volcaniques très intenses à certaines périodes géologiques et qui se sont rapidement dissous dans l'océan. On voit donc que Na+, et Cl- n'ont pas la même origine dans l'océan, bien qu'ils expliquent à eux deux l'essentiel de la salinité des océans. Les activités hydrothermales qui apportent également du calcium, du potassium, du silicium et un peu de fer et de manganèse. Elles constituent la troisième source d'éléments dissous à l'océan. Cependant, si vous apportez en continu des éléments chimiques dans l'océan, la salinité devrait augmenter d'une année à l'autre. Or, ce n'est pas le cas. Cela indique qu'il y a des processus qui vont permettre de retirer des éléments chimiques. À l'inverse, des sources, ces processus sont appelés des puits d'éléments. Quels sont les principaux puits qui vont retirer certains de ces éléments? Eh bien, c'est essentiellement l'activité biologique suivie de la sédimentation. Certains organismes vont utiliser par exemple du calcium pour former des coquilles carbonatées ou du silicium pour former des squelettes en silice. Ces squelettes peuvent ensuite sédimenter et se retrouver stockés au fond de l'océan. On a donc ici un puits de silicium et de calcium. On a vu précédemment que l'hydrothermalisme était une source de certains éléments chimiques, mais c'est un puits pour d'autres, notamment le soufre et le magnésium. Enfin, à l'échelle géologique, il a pu se produire des événements d'évaporation si intenses que les sels dissous ont précipité sous forme de chlorure de sodium, sulfate de magnésium, chlorure de calcium et chlorure de potassium, etc. Et ces précipités ont abouti à la formation de roches qu'on appelle les évaporites. Sur cette figure, vous avez la température en fonction de la salinité sur l'ensemble de l'océan. On ne regarde donc pas ici uniquement la surface, comme précédemment, mais l'ensemble du volume océanique. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a environ 75% de l'océan, l'enveloppe orange, qui est caractérisée par une température variant entre 0 et 5 degrés Celsius, avec une température moyenne autour de 3 degrés Celsius, et une salinité qui varie peu, entre 34 et 35 grammes par kilogramme. Donc en fait, les trois quarts de l'océan possèdent des caractéristiques de température et de salinité relativement restreintes. Cependant, pour 99% de l'océan, c'est l'enveloppe bleue qui inclut l'enveloppe orange, la gamme de variation de température va, comme on l'a vu, de moins 2 degrés Celsius au pôle, jusqu'à un peu plus de 28 voire 30 degrés Celsius dans les zones les plus chaudes. Et la gamme de salinité se situe entre 33 et 37 grammes par kilogramme. Donc on a des variations de salinité qui sont relativement restreintes et une gamme de variation des températures qui est plus élevée, mais l'essentiel de la variabilité à la fois en température et en salinité est observé en surface,
dans les schémas qu'on a vus précédemment. Dans l'océan, température et salinité sont des paramètres très importants, car ils définissent la densité d'une eau, la masse volumique d'une eau de mer. Vous avez ici, en ordonnée, la masse volumique d'une eau exprimée en kg par mètre cube, en fonction de la température en abscisse. Les courbes bleues expriment cette densité, cette masse volumique, pour des salinités variables. Évidemment, quand on a une salinité de 0, c'est une eau pure, et on a une masse volumique à 20 degrés Celsius, qui est exactement à 1000 kg par mètre cube, 1 kg par litre, ainsi qu'un point de congélation qui est à 0 degrés Celsius pour de l'eau douce. Mais quand vous ajoutez des sels dissous dans l'eau, eh bien vous allez augmenter la densité. L'océan étant caractérisé par une salinité variant entre 32 et 37, des températures de -2 à +30, vous voyez ici apparaître dans le carré rouge des variations de densité dans l'océan qui vont à peu près de 1024 à 1027 kg par mètre cube. La densité, normalement, c'est sans unité, c'est la masse de volume Y d'un liquide divisé par la masse du même volume d'eau pure. En océanographie, comme on a des variations de masse volumique assez faibles, on va préférer utiliser le terme d'anomalie de densité, par la lettre sigma. C'est la masse volumique de l'eau de mer moins 1000 qui est la masse volumique de l'eau pure. Donc par exemple ici, une eau de mer qui a une masse volumique moyenne de 1027 kg par mètre cube donne une anomalie de densité de 27. Ce qui est important de comprendre maintenant avec ces variations de température et de salinité et donc de densité, c'est que l'on a un océan qui est stratifié. C'est-à-dire qu'il est constitué de couches de température et de densité qui varient. Vous avez ici un schéma qui vous représente la température de l'océan à l'échelle d'un bassin océanique. En l'occurrence, ici c'est l'Atlantique. On a l'équateur au milieu. On a le pôle sud à gauche avec le continent antarctique à partir de 80-90 degrés sud. Le pôle nord à droite. Les 1000 premiers mètres sont zoomés sur le panel du haut, puis de 1000 à 5000 mètres sur le rectangle du bas. Vous voyez bien qu'à l'équateur, les températures les plus chaudes sont en surface, puis vous avez des températures de plus en plus froides vers les pôles. En fait, si on regarde les gradients de température en profondeur, on a une variation de température qui est très importante, notamment sur les 200 à 1000 premiers mètres de la surface de l'océan, alors que l'océan profond est caractérisé par des températures qui sont très peu variables, ici entre 0 et 3 degrés Celsius sur 3000 mètres de colonne d'eau. Cela contraste avec la gamme de variation sur les 1000 premiers mètres qui va de 4 à 25 degrés Celsius. La zone de plus fort gradient de température est appelée la thermocline, ici indiquée en rouge. C'est là où la température varie le plus avec la profondeur. Et vous avez ici une thermocline qui est permanente, car elle est observée indépendamment des variations saisonnières. Cette stratification, cette succession de couches de température différentes, entraîne des densités différentes. Les différences de densité vont limiter les échanges qui peuvent se faire entre la surface et le fond. Plus vous avez des écarts de température et donc de densité importants entre la surface et les eaux en dessous, plus les écarts de densité sont importants et moins les mélanges vont être possibles. C'est un petit peu comme une vinaigrette. Vous avez de l'huile légère en surface. Dans l'océan, c'est de l'eau plus chaude et ou moins salée. Et du vinaigre aqueux qui est plus dense en dessous, c'est-à-dire de l'eau plus froide et ou plus salée. Les deux liquides ne peuvent pas se mélanger si les écarts de densité sont importants, à moins d'agiter. En revanche, au pôle, les écarts de température entre la surface et en dessous sont beaucoup moins importants, et donc les mélanges seront plus faciles. On voit ici schématisé pour 3 grandes régions océaniques les courbes moyennes de température, de salinité et d'anomalie de densité, ces dernières étant la combinaison des deux figures précédentes. Sur les régions de basse latitude, entre l'équateur et les tropiques, sur la courbe orange, on a des eaux très chaudes en surface et des eaux très froides en profondeur. À 1000 mètres de profondeur, vous avez perdu à peu près 20 degrés entre la surface et 1000 mètres.
En région polaire, on a des eaux très très froides en surface, légèrement plus chaudes en dessous, mais un écart de température faible entre la surface et le fond. Enfin, nous avons les régions tempérées qui correspondent à nos latitudes, et nous avons des températures beaucoup plus chaudes en surface en été par rapport à l'hiver. On voit bien sur la courbe orange une thermocline très importante, avec un fort gradient de température en région de basse latitude, un peu moins dans les régions tempérées en vert, et encore moins dans les régions polaires en bleu. Si on regarde la salinité, vous observez qu'en région de basse latitude, en orange, la salinité de surface est plus élevée que dans les zones de plus haute latitude. On peut avoir un minimum de salinité vraiment dans la toute première couche de surface. Celui-ci est lié à de fortes précipitations, comme on a pu le voir notamment dans les régions équatoriales. Sinon, la salinité est plus importante parce qu'on a généralement une évaporation importante, même s'il y a des différences entre l'équateur et les tropiques, autour de 30 degrés, comme déjà dit. En région polaire, notamment en Arctique, on sait qu'il y a des salinités très faibles, en surface inférieure à 34. Plus bas, les variations sont beaucoup plus limitées, et en région tempérée, on a une situation intermédiaire. Ainsi, la combinaison de ces deux courbes, température et salinité moyenne, permet de faire cette troisième courbe d'anomalie de densité à droite, avec en surface des eaux qui sont moins denses. Et contrairement à T et S, température et salinité, qui peuvent varier différemment selon les zones, il est très important de comprendre que du fait de la gravité, vous allez toujours avoir des eaux plus légères en surface et toujours une augmentation de la densité de l'eau vers la profondeur. C'est bien cela qu'on appelle la stratification, un océan constitué de couches de densité différentes, toujours les couches les plus lourdes sous les couches les plus légères. Celles-ci vont éventuellement se mélanger lorsque vous avez des densités proches, ou quasi pas lorsque les densités sont très contrastées. Et vous voyez aussi que dans l'océan profond, en dessous de 2000 mètres de profondeur, où que vous soyez, vous avez des eaux qui ont presque la même densité. Ça veut dire que ces eaux vont pouvoir plus facilement se mélanger au cours de la circulation très lente qui se produit à ces profondeurs. Enfin, on appelle la couche de mélange la couche de surface homogène en densité, donc en salinité et en température, et la thermocline, la zone de transition thermique rapide entre les eaux de surface et les eaux profondes. Elle peut être saisonnière, autour de 50 à 200 mètres par exemple, ou permanente, entre 200 et 1000 mètres. Voici l'exemple de la variation saisonnière de la profondeur de cette couche de mélange dans une région tempérée de l'hémisphère nord. C'est en mars où la température de surface est la plus froide, autour de 5 degrés Celsius, et elle est homogène sur une profondeur supérieure à 100 mètres. Au mois de mai, du fait de l'augmentation de l'insolation, la température de surface s'est réchauffée d'environ 2 degrés, on est ici autour de 7 degrés, sur les 40 premiers mètres. Et il apparaît la thermocline saisonnière, montrée ici par la courbe en pointillé. En juillet, la température de surface approche les 12 degrés sur 20 mètres de profondeur. La thermocline est plus importante et s'étend de 20 à 70 mètres environ. C'est en août que la température de surface est la plus chaude, jusqu'à 14 degrés Celsius ici, et la thermocline est également la plus forte. En effet, du fait de l'inertie thermique de l'océan, il y a un décalage de plus de 1 mois entre l'insolation maximale du soleil et la température la plus chaude. Et c'est l'inverse pour l'hiver. À partir de septembre, la température de surface se refroidit, ce qui diminue la thermocline et approfondit la couche de mélange. Et ainsi de suite, avec le mois de novembre, une thermocline assez petite, une couche de mélange qui s'étend jusqu'à 70 mètres de profondeur. Et en mars, à nouveau, une température très froide et homogène sur plus de 100 mètres. En résumé, on voit qu'en août, dans l'hémisphère nord, la thermocline saisonnière est maximale, la couche de mélange est peu profonde. Cela veut dire que nous avons une forte stratification, car les contrastes entre la surface et la subsurface sont les plus forts. A l'inverse, en mars, la thermocline saisonnière a disparu, la couche de mélange est profonde, et c'est la période de plus faible stratification
vu que les contrastes de température et donc de densité entre haute surface et en dessous sont les plus faibles. Vous avez ici une carte des anomalies de densité en surface de l'océan. Donc, ces anomalies de densité sont donc la combinaison des courbes de température et de salinité de surface que nous avons vues au début. Ces anomalies de densité varient entre 21 et 28. Plus l'eau est chaude et peu salée, moins elle sera dense. On retrouve ces zones-là en zone équatoriale parce qu'il fait très chaud et parce qu'on a beaucoup de précipitations, donc la densité sera faible. Et en zone arctique, même si on a des eaux très froides, la salinité est très faible, donc ces eaux sont peu denses, à la différence notamment de celles de l'océan austral. Ce qui est important d'observer sur cette carte, ce sont les densités les plus élevées que l'on peut avoir dans l'océan. Ce sont les zones en rose ici, qui sont supérieures à 27 d'anomalies de densité. Ces zones-là sont dans l'Atlantique Nord et autour de l'océan austral essentiellement. Ces eaux très denses, formées en surface du fait d'une salinité relativement importante et surtout d'une température très froide, vont être amenées à se mélanger avec celles d'en dessous et couler du fait de cette densité importante. C'est un processus fondamental parce que cela va nous amener à pouvoir expliquer la circulation à grande échelle dans l'océan que l'on verra dans les parties suivantes. En effet, cette circulation à grande échelle ainsi que la circulation superficielle vous seront présentées en deuxième partie de ce cours d'introduction à l'océanographie, en présentiel, et nous terminerons donc par les couplages avec la circulation et la biologie, et le couplage circulation océanique, circulation atmosphérique.